On dit que les turbulences sont la pire partie d'un vol. Mais ceux-là n'ont clairement jamais croisé Tiffany. Au moment où elle a brandi cet inhalateur comme si c'était un objet dangereux, comme si c'était une arme, j'ai compris ce vol n'allait pas seulement vers Sainte-Lucie. Il fonçait droit vers un crash bien plus profond. Zora dormait encore, recroquevillée contre le hublot avec son coussin licorne, préféré son torse se soulevant un peu trop vite. L'air recyclé des avions n'a jamais bien convenu à ses poumons, pas depuis les urgences, pas depuis cette nuit où j'ai failli la perdre. Mais j'avais tout préparé. Le nébuliseur, les médicaments de secours, l'inhalateur étiqueté. Et le second, celui, sans étiquette, celui que je garde toujours sur moi. C'est celui-là que Tiffany a saisi. Elle n'a pas posé de questions, aucune hésitation. Elle a simplement descendu l'allée, l'a attrapé sur la coudoir, comme si elle réalisait une saisie de drogue héroïque, et a dit « Les passagers ne peuvent pas transporter de substances non identifiées, surtout pas les mineurs ». Sa voix avait cette autorité froide, théâtrale, celle des gens persuadés qu'ils jouent un rôle de sauveur. J'ai tenté d'expliquer posément clairement. C'est un médicament prescrit. Je suis sa mère. Je suis aussi médecin. C'est son inhalateur d'urgence et on en a besoin. Tiffany n'a même pas cligné des yeux. Pas d'étiquette, pas d'exception. Elle l'a jeté dans une poubelle à côté du galet. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas attrapé par le col, même si tout mon être me hurlait de le faire. Je me suis tourné vers Zora, déjà réveillée, les yeux grands ouverts, confuse. Elle respirait mal. Ce rythme-là, je le connaissais. Le début de la panique. Et moi, mes mains, figées. Ces fous-noms ont 18 ans de médecine. Chef du service de pneumologie pédiatrique. J'ai sauvé des enfants en arrêt cardiaque, mais à ce moment précis, en voyant Tiffany s'éloigner avec cet air satisfait, je ne pouvais plus bouger. Maman a soufflé Zora, les larmes au bord des cils. « Respire, ma chérie », j'ai dit, même si ma propre poitrine me faisait mal. Par le nez, doucement, souffle. J'ai attrapé mon sac médical sous le siège. La TSA nous avait déjà retardé plus tôt. Contrôle supplémentaire, vérification de ma licence médicale, inspection, comme si je transportais des explosifs. Pendant ce temps, l'homme blanc devant moi, Dr Faulkner, selon son badge, était passé sans même un regard. Tiffany n'avait rien dit aux couples qui sirotèrent leur rosé en première classe. Mais ma fille a la peau couleur ébène avec ses tresses colorées et son sweat rose, son inhalateur était une menace. L'homme à côté de nous, Elliot, je connaîtrai son nom plus tard, s'est levé. Elle a dit que c'était prescrit, a-t-il dit sa voix calme mais ferme. La petite fille a du mal à respirer. Tiffany s'est retournée vers lui, comme s'il venait d'allumer une cigarette dans la cabine. « Monsieur, je vais vous demander de vous asseoir. Immédiatement. Vous n'êtes pas médecin. » Il a levé les mains, paumes ouvertes, signe de reddition. Mais son regard a croisé le mien. Désolé, gêné, comme s'il avait voulu intervenir, puis s'était souvenu du monde dans lequel on vit. Sa femme lui a touché le bras doucement, une supplique silencieuse. Il s'est rassis. J'ai vu ses doigts se crisper sur son genou, son regard chargé de honte. Zora a toussé fort. J'ai penché mon stéthoscope contre son dos. Le sifflement était là. Obstruction des voies, pas d'inhalateur, pression en cabine. Ça allait dégénérer. Je me suis levé. « Il me faut de l'oxygène », ai-je dit assez fort pour que Gabriella, l'autre hôtesse, entende. Elle s'est précipitée vers nous de la vraie inquiétude dans les yeux. « Elle va mal », ai-je ajouté ma voix tremblante mais stable. « Il faut un bronchodilatateur tout de suite. Et contacter le cockpit, il faut atterrir. » Derrière moi, des chuchotements. Un homme, deux, rangés derrière, a murmuré « Évidemment, elle fait une scène. » Une autre voix a dit « Pourquoi elle a pas mieux prévu ?» Et puis un rire. Bref, moqueur, ce rire m'a ramené ailleurs une autre époque, une autre tenue. Fort Bragg. 3e année de résidence, réserviste à mi-temps. La seule femme noire de la caserne cet hiver-là. Un soir après les exercices, trempé, épuisé, j'ai retrouvé mes affaires jetées dans les toilettes. Les liquides non identifiés sont dangereux, avait-on écrit en rouge sur mon casier. Ils avaient ri, et moi je m'étais tu, mais pas cette fois. Cette fois, j'ai marché vers Tiffany, sans croiser son regard, sans lui donner cette victoire. Je me suis agenouillé près de ma fille, j'ai murmuré « On va régler ça, ma puce ». Puis je me suis redressé. « Je m'appelle Dre Nia Lambert », ai-je dit d'une voix calme mais ferme. Et je possède 6-8% des actions de cette compagnie aérienne. Gabriella a cligné des yeux. « Attendez, vous ?» Je ne voulais pas le dire. Mais puisque ma fille est en train d'étouffer alors que son médicament est à la poubelle, je crois que c'est le moment. Personne n'a répondu. Mais le silence, il a tout dit. Le silence a duré.
Assez longtemps pour que Gabriella cligne des yeux 2 fois qu'Elliot me regarde à nouveau cette fois avec quelque chose de nouveau dans le regard. Du respect. L'interphone a grésillé. Ici votre officier en second, Bradley Kemp. Nous avons été informés d'une situation médicale à bord. Personnel de cabine, merci d'intervenir immédiatement. Tiffany est restée figée, bras croisés, regard planté dans le mien comme si j'avais commis un crime. « Vous bluffez ?» a-t-elle murmuré trop bas pour les autres. Mais moi je l'ai entendu. Des gens comme vous ne possèdent pas des parts d'une compagnie aérienne. Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que juste à ce moment-là, Gabriella est revenue tenant la bouteille d'oxygène à 2 mains à bout de souffle d'avoir couru dans l'allée. Et derrière elle, Bradley est apparu grand, la quarantaine cheveux ras. Il a jeté un œil à Zoé, pâle, les lèvres légèrement bleutées, et il a hoché la tête. Le déclic était clair. « On va se dérouter vers Atlanta », a-t-il dit en marchant déjà. « Je vais prévenir le capitaine. » Puis, il s'est tourné vers Tiffany. « Vous m'aviez dit qu'elle causait des troubles, que le médicament n'était pas vérifié. » Tiffany a raidi les épaules. « Il n'était pas vérifié. J'ai suivi le protocole. Vous avez jeté l'inhalateur prescrit d'un enfant. » ai-je dit calmement. Après que sa mère, une médecin agréée, vous ait expliqué ce que c'était. Et maintenant, cet enfant lutte pour respirer à 10 000 mètres d'altitude. Je ne savais pas, a répliqué Tiffany un peu trop fort. Je voulais protéger les passagers. Je pensais... Vous pensiez qu'elle n'avait pas sa place ici, ai-je dit toujours calme. Vous avez vu sa peau noire, sa place en première classe, et vous avez vu une menace, pas une enfant. Sa mâchoire s'est crispée. Et pendant une seconde, juste une fraction, j'ai vu pas de culpabilité, pas encore, mais un doute. Ses yeux se sont baissés vers Zoé, haletante, ses petits doigts tremblants agrippant les miens. Puis Tiffany a relevé le mur, violemment. « Je faisais mon travail !» Gabriella est intervenue. Il y a une différence entre un protocole et un préjugé. Les mots ont claqué dans la cabine. Et là un murmure, mais pas de moquerie cette fois. Elliot s'est levé à nouveau, ses mains tremblaient légèrement. « J'ai tout vu, a-t-il dit. On a tous vu. » Madame Sullivan, la dame âgée, 2 rangs devant, s'est levée lentement. Elle voulait juste aider sa fille. Cette hôtesse, sa voix s'est brisée. Elle les a traités comme des criminels. Quelque chose a basculé. Un par un, les passagers se sont levés. Un jeune couple, un homme en costume, une femme avec son fils adolescent. Tous n'ont pas parlé, mais ils se sont levés. Et Tiffany, elle s'est tournée vers eux, vers toute la cabine et a compris qu'elle était seule. Mais elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas effondrée. Sa voix est sortie comme une lame glacée. J'ai suivi la procédure. Si je me fais virer pour ça, tant pis. Mais ses mains, elles tremblaient. Pas de regret. Pas encore, mais la peur, pas de moi, mais de ce qu'elle venait de révéler sur elle-même. La voix de Bradley est revenue dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous allons procéder à un atterrissage d'urgence à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Merci de rester assis. » Pendant la descente, Zoa s'est appuyée sur moi, sa respiration un peu plus stable sous le masque à oxygène. Mais ma main, elle tremblait toujours. Pas de peur, mais de mémoire. Parce qu'il y a des années dans cette caserne glaciale, j'étais resté au sol, humilié, étouffé, invisible, aux yeux de ceux qui se disaient héros. Et j'avais gardé le silence. Mais pas cette fois. Quand les roues ont touché le sol, les applaudissements n'étaient pas pour le pilote. C'était pour elle, pour ma fille, Zoé. Les ambulanciers sont montés à bord en courant. J'ai transmis ces signes vitaux sans trembler. Gabriella est restée avec nous, pas par devoir, mais par volonté. Dehors, les gyrophares baignaient la piste de lumière rouge et blanche. Police, médias, officiels de la compagnie. Et là, au bout de la passerelle, le PDG. Dans une salle de réunion stérile, je me suis retrouvé en face de lui, Douglas Hale, costume hors de prix, sourire, Harvard, poignée de main trop douce, pour que ses excuses paraissent sincères. « Nous aimerions vous proposer un règlement », a-t-il commencé. Je l'ai laissé parler. « Nous voulons aussi collaborer avec vous, avec votre supervision, revoir notre protocole médical, notre formation anti-discrimination. » Et Tiffany, ai-je demandé, suspendue en attente d'enquête. « Elle ne devrait plus jamais voler ?» ai-je dit froide. Il a hoché la tête. Et pas seulement à cause de ce qu'elle a fait à ma fille, ai-je poursuivi, mais à cause du nombre de gens qui ont vu et qui n'ont rien dit, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Plus tard cette semaine-là, Tiffany a fait une déclaration publique. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je suivais les règles de sécurité. Sa voix plate, son regard vide, sa mâchoire serrée à s'en casser les dents. Puis, ce fut le témoignage d'Elliot, diffusé à la télévision nationale. J'ai hésité, et je le regretterai longtemps. On ne devrait pas avoir besoin d'un diplôme pour être cru.
on ne devrait pas avoir besoin de posséder des parts pour être protégé. Justice pour Zoho a fait le tour des réseaux. D'autres compagnies ont suivi. Nouvelles formations, examens internes. Zoé a reçu des fleurs du monde entier. Et moi, je n'ai pas accepté leur chèque. J'ai pris leur tribune. Des mois plus tard, j'étais sur la scène de la Conférence nationale de la sécurité aérienne, devant des PDG, des officiers, des législateurs. Et je leur ai raconté cette histoire. Mais pas en tant que victime, pas même en tant que mère, en tant qu'avertissement. Parce que la prochaine fois, il n'y aura peut-être pas de médecin à bord. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas une enfant dont la mère sait quoi faire à 10 000 mètres. Et cette prochaine fois pourrait finir bien pire. Alors, la vraie question ne sera pas « était-ce le protocole ?» mais « était-ce humain ?» Et vous, qu'auriez-vous fait? Qui avait raison? Qui avait tort? Dangereusement, irrémédiablement? Laissez un commentaire. Dites ce que vous pensez. Même votre silence, s'il vous est déjà arrivé de vous taire quand vous n'auriez pas dû. Et si vous croyez que la justice c'est parler pas se taire, likez, abonnez-vous et partagez cette histoire. Quelqu'un quelque part attend toujours de pouvoir respirer.